Merci Charles Éloi. Finalement, on parle des choses intéressantes. Barry O'Mara, voilà. Donc, on a changé mon titre. J'avais pris un titre qui était beaucoup plus émotif. Donc, je voulais un titre qui était quelque chose comme deux frères d'armes qui luttent ensemble pour la mémoire de l'empereur. Parce qu'une partie de mon travail, enfin, Thierry me taquine toujours en disant Napoléon c'est bien, mais O'Mara c'est mieux. O'Mara, à l'inconnu de tout le monde, reste un partisan de Napoléon bien après 1821. Même jusqu'en 1932, c'est lui la personne que Joseph Bonaparte va venir voir. Ils vivent ensemble pendant 2 ans. Barry O'Mara agit pour le Parti bonapartiste international entre 1821 et 1836, sa mort. Donc c'est un personnage qui est quand même super important pour le mémoire et pour les idées bonapartistes dans le monde international. Il a été injustement oublié. Bon, je commence avec les deux. Lascaz, qui avait à peu près 49 ans en 1815, O'Mara, à peu près 29 ans. Donc cette image à droite de Charlotte Bonaparte, de O'Mara en 1832, quand elle était avec son père à Londres. Image à peu près inconnue de Barry O'Mara. Le seul qui est connu, c'est dans sa publication. Celle-ci est une esquisse des Visu, donc 15 ans après, quand même, le rencontre de Lascaz et O'Mara. L'image de Lascaz que j'ai trouvée là, c'est vraiment l'image de Lascaz. On a vu de très beaux images de Lascaz. Là, ça, c'était dans une de ses publications de 1818. Il a quand même presque 50 ans, il est presque aveugle, il est en mauvaise santé. Donc ça, on voit mieux le vrai Lascaz. Il n'a pas l'air vraiment très bien en pointe. L'image qu'on a vue beaucoup de Hudson Lowe est une image caricaturale. Ce n'est pas la vraie image de Hudson Lowe. La vraie image de Hudson Lowe, c'est celle qui est publiée en 1850 dans les publications. Mais aussi, on a une très jolie image, vous allez voir, dans notre publication du mémorial. Il y a un cahier des illustrations, dont on est très fier, en 2017. Et là, vous voyez une petite image en couleur, faite sans doute par Ibbotson. Donc une image un peu moins caricaturale, un peu moins l'image du contre-mémorial, qui est une faux écrit en 1830, si ma mémoire est bonne. Donc les premières rencontres d'O'Mara, Lascaz, sur le Bellérophon, ils se parlent peu, parce que O'Mara ne parle pas le français, il parle italien avec Napoléon, et Lascaz fait semblant, pour des raisons politiques, de ne pas comprendre l'anglais sur le Bellérophon. O'Mara et l'empereur se connaissent à bord le Bellérophon à partir du 15 juillet. Il accompagne Napoléon parce que son docteur Mangot refuse d'y aller, parce qu'on ne va plus aux États-Unis. O'Mara, de façon importante, refuse de recevoir rémunération de Napoléon. Il dit « mon gouvernement me payera » et cette question de qui est sa loyauté restera autour de lui pendant toute sa vie, et surtout après 22 et la publication de son grand œuvre sur Napoléon. Donc je voulais juste vous citer une première citation, lettre de Barry O'Mara à sa sœur. Il est écrit le 25 juillet, ils sont toujours encore sur le Bellérophon, ils ne sont pas encore sur le Northumberland. Citation d'une lettre à sa sœur. Écoutez bien, c'est saisissant. « Si j'avais été le dernier survivant d'une race détruite par lui, Napoléon, je n'aurais pas ressenti la moindre étincelle de ressentiment à son égard. Jeune, il devait être un très bel homme. Son œil gris est le plus perçant que l'on puisse imaginer. Son regard, pensez-vous, atteint vos pensées les plus profondes. Ses cheveux sont brun foncé, sa démarche et son attitude sont tout à fait imposantes et majestueuses. » Barry O'Mara, 25 juillet 1815. Comme nous verrons, il suffirait de peu pour que l'Irlandais devint le fidèle serviteur. Donc, le 5 mai 1815, Napoléon demande à O'Mara « Êtes-vous espion ?» Lascaz est dans la salle parce qu'il est là en tant que traducteur. Il traduit, cas où que l'italien entre O'Mara et Napoléon ne suffise. Lascaz est là pour parler en anglais. O'Mara dit non. Cette question est très importante. Depuis Frédéric Masson, je crois qu'on continue à croire que O'Mara était espion. Il travaillait pour le gouvernement britannique. Or, il s'avère que peut-être il a fait des mauvais choix au tout début, mais dès la fin de 1816, il est l'homme de l'empereur.
Oméra dit « Je ne suis pas espion ». Or, il continue à écrire à un contact à Londres dans l'amirauté et directement quelque part au prince régent. Donc, il ment. Il ment à Napoléon. Donc, c'est un problème et ça reviendra plus tard. Mais il dit que je ne suis pas un espion, je suis un honnête homme. Donc, il est un peu honnête, à peu près honnête. Je voudrais passer à une chose super importante. À la fin de 1816, nous voyons le moment où Oméra devient l'homme de Napoléon. Cette preuve se trouve dans le manuscrit de Gourgaud. Il y a un problème. Lascaz reçoit de Napoléon un collier de diamants de Napoléon pour le garder pour que les Britanniques ne le prennent pas. C'est un collier que Hortense avait donné à Napoléon avant de quitter Malmaison. Donc, Napoléon donne ce collier à Lascaz, qui le garde sur lui. Quand il est expulsé, le 25 novembre 1816, Lascaz a oublié. Donc il est « Ah non, j'ai ce collier sur moi ». Vous voyez dans la publication, vous verrez toutes les difficultés de ça. Ce qui est très intéressant de cette question, Lascaz veut à tout prix restituer le collier de diamants à Napoléon. Il veut absolument le faire. Donc comment fait-on ? Gourgaud, heureusement pour nous, même qu'il cache sous des symboles cette question, parce qu'il a peur que son journal soit saisi, il cache ce problème dans son journal sous des symboles. Et nous voyons ici deux symboles. Là, en haut à droite, vous voyez le symbole qui veut dire, à mon sens, sceau. Et plus haut à gauche, au centre, vous voyez un symbole qui est éprouvé, qui est le mot pour document. Donc ça, c'est document, parce qu'avec le collier, Napoléon avait donné à Lascaz un papier, un document, ce qu'on appelle, Gourgaud appelle une caisse, qui veut dire argent. Donc Lascaz a le collier et l'argent qui est un papier. Cet épisode, pourquoi je parle de ça ? Parce que nous verrons qu'on ne sait pas comment restituer le collier à Napoléon. Comment faire ? Donc, finalement, après que nous l'avons entendu hier, que Oméra était avec Baxter pour traiter le problème du fils d'Emmanuel Pons. Donc, Emmanuel Pons est malade. On emmène Oméra et Baxter ensemble pour traiter le jeune Emmanuel Pons. C'est entre le moment que Lascaz est expulsé avant qu'il quitte l'île de Sainte-Hélène. Comment restituer le collier ? Ce qui se passe, c'est que Emmanuel Pons glisse le collier dans la poche d'Oméra devant les soldats britanniques. Et Oméra restitue le collier à Napoléon. Napoléon dit, selon Gourgaud, on n'aurait pas dû se servir d'Oméra pour ce truc-là. Mais c'est ce qui se passe. Et donc, Oméra, à ce moment-là, est sûrement un homme de confiance de Napoléon. Voilà, donc là, vous voyez à droite le symbole chez Gourgaud pour le collier, et en haut, nous avons le décode. Donc, il dit du collier, et puis il s'arrête, et il écrit le symbole pour collier. Évidemment, il veut cacher ça dans ses mémoires. Donc, cette question du collier restitué par Oméra montre bien que Napoléon a pleine confiance. Et dès que Lascaz est parti, il a besoin d'un anglophone, parce que Lascaz, c'était son anglophone. Donc Oméra devient central, autant que Gourgaud en est jaloux. Il est plus près de l'empereur que Gourgaud à certains moments. Donc il va travailler arrache-pied avec Napoléon pour traduire tous les documents dont parlait Pierre dans sa présentation précédente. Il participe un peu avec Walden dans les lettres, parce que Walden revient chez Lascaz pour recevoir les informations que Napoléon donne à Lascaz. Lascaz donne ça à Walden. Walden voit en même temps Oméra, donc il y a une certaine connivence entre les deux. Qu'est-ce que nous avons là ? Les observations sur le speech de Lord Bathurst. C'est un texte qui n'existe qu'en anglais. Le français est disparu. La version française a été traduite à partir de l'anglais. C'est un document qui est traduit par Oméra. Donc, je vais lire la fin de ma présentation à propos des relations entre Oméra et Lascaz. Or, j'ai trouvé qu'il y a plein de relations entre les deux. Comme nous allons voir, après son expulsion de l'île de Sainte-Hélène,
en juillet 1818, Barry s'est mis en contact avec Emmanuel et ils ont commencé à travailler ensemble, notamment à travers l'agent d'Oméra, William Holmes. Déjà, avant d'être renvoyé, Barry avait fait venir ce dernier texte de son propre journal. Il envoie son texte de son journal dans un document avec un faux fond. Il envoie à William Holmes également les Letters from the Island of St. Helena. Pierre vient d'en parler. Il envoie aussi, Bertrand appelle ça les lettres d'un store captain, il envoie aussi le manuscrit de l'île d'Elbe, qui s'agit effectivement, c'est les chapitres introductifs aux mémoires de l'empereur pour les 100 jours. Et aussi, il envoie le célèbre texte impérial sur Waterloo. Ceci nous est confirmé par une lettre de Holmes adressée à Lascaz sur un nom de code. On appelle Lascaz chez le banquier en allemand Green Mullins. Et cette lettre est datée, une lettre de Holmes à Lascaz, datée de Londres le 21 octobre 1818. En demi-mot, pour des raisons évidentes, Holmes informa Lascaz que ce fut Barry qui fit publier les lettres d'un store captain paru à Londres le même jour. Il fit publier également le manuscrit de l'île d'Elbe, aussi édité par Oméra. Lascaz, en quelque sorte, y participe, car parmi les pièces justificatives dans les lettres d'un store captain se trouve aussi le plan de Longwood dessiné par Emmanuel Ponce, mentionné par François hier. Et selon le Morning Chronicle, quelqu'un aurait visité Lascaz à Baden. Lascaz était désormais celui que le gouvernement britannique considérait comme l'agent le plus signifiant de la cause de l'empereur, et le contact avec Oméra, au moins en octobre 1818, était direct et fréquent. La lettre de l'agent du médecin à Lascaz fait référence à 2 lettres précédentes que Lascaz lui aurait écrites le 1er et le 3 octobre. Holmes parle de notre voyageur non identifié qui aurait vu Lascaz récemment, sans doute celui qui venait de rapporter le plan de Longwood dessiné par Manuel Ponce. Il informe Lascaz également que le général Gourgaud n'a point été autorisé de publier sa bataille de Waterloo, car c'est moi, Holmes, qui possède l'ouvrage comme l'empereur veut le publier. De même, à la fin d'octobre, Oméra fait parvenir à Lascaz une lettre de Bertrand envoyée de Longwood et la fait publier dans les journaux britanniques. Selon un descendant de Lascaz, en 1958, se basant sur des documents inédits de famille, à ce moment-là, Lascaz était considéré par l'empereur comme son trésorier. Et ce fut Lascaz qui devait agir pour le compte du médecin devant les réticences d'Eugène, qui était censé de rendre à Oméra la pension lui allouée par Napoléon. Dans le même sens, Metternich, en 1819, informa ses collègues britanniques que le nexus Francfort, le banquier Mullins, mais aussi la reine Julie, femme de Joseph, mais surtout Offenbach, Lascaz, fut un bureau central de correspondance entre Longwood, le continent et Grande-Bretagne. Avec les peu de traces découvertes ici, on s'imagine bien que les 2 hommes, Oméra et Lascaz, mais de plus en plus avec Emmanuel Ponce, car la santé d'Emmanuel s'empirait, furent en contact régulier. Dans les publications des 2 hommes qui suivent, les déclarations de respect mutuel fusent. Donc, ils se disent beaucoup de bien sur l'un sur l'autre. Donc là, vous avez les lettres, Pierre en a parlé, les lettres du comte de Lascaz. On a aussi une sorte les mémoires de publication dans lesquelles il est clair que Oméra participe. C'est le même éditeur, c'est Ridgway, l'éditeur radical, l'éditeur d'Oméra. Donc, on va passer plus vite là-dessus. Donc, on parle beaucoup de bien. Il y a même un moment où on parle en grandes lettres, tout en capital, the English nation to him in the most enthusiastic terms of admiration. Donc, c'est quelqu'un qui vraiment, ils veulent les 2, Oméra, Lascaz, se dire du bien l'un de l'autre dans les publications à Londres. Après ce début de publication intense, nous sommes en 1818, les 2 hommes se sont probablement vus à Bruxelles dans l'automne de 1819. Barry confesse à demi-mot, car évidemment sa correspondance est surveillée, dans une lettre au frère de l'empereur, qu'il y est allé pour rencontrer la comtesse Albine de Montholon, qui arriva vers le 18 septembre. C'est à ce moment qu'on y publie les lettres du Cap en version française, version très, très remaniée, très probablement emmenée de Longwood par Albine. Apprenant le retour de l'Europe de Madame de Montholon par les papiers publics, dit Lascaz, mais vu les contacts déjà explicités entre Oméra et tout le monde, il est très probable que Lascaz savait pertinemment que Albine allait être à Bruxelles. Il courut vers elle pour la rejoindre avant le 4 octobre, juste au moment, par une heureuse coïncidence, Barry y fut.
Or, grande réunion, Albine Lascaz et Madame de Montelon. Courant octobre, le médecin continua son chemin vers l'Allemagne et l'Italie, non seulement pour recevoir l'argent d'Eugène, très probablement avec le billet de chez Lascaz à l'appui, et de Madame Mère, mais aussi de livrer sans succès la précieuse lettre à Marie-Louise que l'empereur lui confia le jour de son expulsion. Dès le 15 octobre 1819, Lascaz, de santé très fragilisée, abandonnait son rôle de bureau central de correspondance et l'a cédé à la comtesse de Montelon. Il ira ensuite établir d'abord à Liège et ensuite à Chaudfontaine pour se rétablir. Nous venons au grand moment, l'évangile de Bari. Napoléon dans l'exil qui fait un tabac. Tous les grands récits de l'épisode hellénienne, celui d'Homéra sort le premier en juin 1822. Évidemment, l'opération a un but lucratif. Il est aussi, comme on disait de Lascaz hier, il y a un tout petit peu de vouloir prendre la possibilité de cette opportunité de publier et faire beaucoup de sous. Mais évidemment, ça a un but lucratif, mais enfin, la sortie de son livre est un événement. La vente, le 4 juillet 1822, dans les bureaux de Simpkin & Marshall, il y a presque une émeute. La police est appelée pour régler le flux des acheteurs qui sont acheminés par la police de l'entrée vers la sortie. 3 mois plus tard, Homéra paraphera le 4e avenant à son contrat ayant déjà vendu 7000 exemplaires. Non seulement en anglais, mais aussi en français. On ne sait pas les chiffres pour France, mais il publie également en même temps en France. La 5e édition porte le total de 10 000 en mars 1824. Moins d'un an après la signature du contrat, le chirurgien déchu a gagné 1350 livres. Donc, on a dit ça hier, c'est presque 10 000, 15 000 livres de nos temps. Et les droits de traduction étrangère ne reviennent qu'à lui. Mais le médecin irlandais était mu par une autre motivation, comme il le souligne dans une lettre écrite à Julie Bonaparte, femme de Joseph. La première raison pour publier ce livre était de défendre la réputation du dernier empereur et réfuter les calomnies avec lesquelles nos ministres et les agents soudoyés essayaient de salir sa mémoire et également de donner l'image d'un grand homme plein d'un noble courage expirant sous les talons d'un monstre à moitié singe, à moitié tigre, vous l'avez reconnu, Hudson Lowe. Donc, à moitié tigre, qui avait été choisi pour être son geôlier. En même temps, puisque c'était prévu que Lascaz publie aussi de son grand manuscrit qui lui avait été rendu récemment, il semble que Homéra, aux côtés de Saint-Denis, le Mamelouk Ali, soit venu à Passy en début de l'année pour collaborer avec Lascaz en classant les papiers du mémorial en vue de publication. Le 15 août, bien entendu, Lascaz rédigea la préface et le 29 novembre, il corrigeait les épreuves du volume 1 du mémorial. Cependant, on voulait aussi publier au Royaume-Uni, possiblement avec l'aide de Bari, presque tout de suite après l'épisode de la cravache de Manuel Pons à Londres, détaillé par François hier, ce que la presse française appelait, je cite, « le digne pendant de celui de chirurgien romancier d'Homéra », sortira d'abord en Angleterre, le mémorial étant publié par Colborne et Bossange en français et en anglais à Londres à la fin de décembre 1822. Le lendemain de la publication de Napoléon dans l'exil, en juillet, Law avait commencé un procès de traduire Homéra en justice pour diffamation. En novembre, les avocats du gouverneur lui conseillent de procéder à une compilation des passages les plus scandaleusement diffamatoires du livre. Law rédige son dossier et rassemble 21 personnes pour lui écrire des déclarations sous serment. Homéra en réunit 17. Sans doute, Law ignorait-il que Homéra avait déjà écrit à Lascaz pour son appui dans le procès et que Lascaz allait organiser la défense du médecin convoquant Antomarchi, Marchand, Corso, Chandelier, Saint-Denis et Pierron chez le notaire parisien Maître Villecoq le 9 avril. Lascaz, père et fils, et le comte de Montelon signèrent aussi pour Homéra. Il est évident que Law avait sous-estimé l'estime et l'amitié qui liaient les deux hommes, Lascaz et Homéra. Donc, cette partie-là, vous voyez à droite, c'est les 12 pages de politique contemporaine insérées par Lascaz dans la 3e livraison du mémorial, c'est-à-dire volumes 5 et 6
du mémorial, publié en mai 1823. Ça raconte l'histoire d'Homéra et comment Lot a tenté de soudoyer Lascaz pour dire du mal d'Homéra et que Lascaz a dit non, je ne vais pas dire du mal d'Homéra, c'est un homme honnête qui travaille pour le parti. Dernière chose, ils publient ensemble Homéra et Lascaz. Le mémorial est paru en version 4 volumes et Homéra, les 2 volumes d'Homéra font le complément de Lascaz. C'est en 1823. Donc les deux sont publiés ensemble. Ça, c'est très important. Donc, je termine. Après avoir travaillé si intensément ensemble pendant des années pour un homme qu'il vénérait et aimait, leur voix se sépare. Homéra continue à œuvrer pour la cause, contribuant aux tentatives de 1832 de mettre le roi de Rome sur le trône à la place de Louis-Philippe, contribuant à la publication de 1830 Les erreurs de Bourrienne, la traduisant aussi et la publiant en anglais. Il devient le factotum de Joseph Bonaparte à Londres, 1832-1834, et meurt en 1836, entièrement dédié à la mémoire du grand homme et à ses idées libérales. Lascaz, de plus en plus aveugle et de santé déclinante, vivra loin du monde parmi les champs de Passy et mourra en 1842, et lui non plus ne verra l'avènement de Napoléon III. Merci bien.